Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Incroyable, d'ici 5 ans et peut-être même avant, nous construirons des maisons avec une imprimante 3D. Et oui, une maison construite en 24 heures, démonstration en deuxième partie. Et tout de suite, notre expert Grégory Denis, comment intégrer et manager, c'est important, le changement dans votre entreprise. Comment ça va Grégory ? Très très bien. Bon, alors on va parler changement. Et pour l'illustrer, vous allez nous faire découvrir l'un de vos adhérents. Oui, alors aujourd'hui je vais vous emmener à Vieux-Berquin, parce qu'on parle toujours de révolution, d'évolution, de mutation. Sans arrêt. Et pour un chef d'entreprise, bien, le changement, c'est tout le temps. Donc c'est ce que je vous propose de vous démontrer. Avec François Van Hems, il est dans le transport routier. Et on va voir qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est être un manager du changement. On regarde. Vas-y, recule Antoine. Cela fait maintenant 10 ans que François est à la tête d'une société de transport routier située à Vieux-Berquin. Transport de produits alimentaires, collecte de lait sont réalisés par cette entreprise composée de 8 salariés. Mais depuis quelques années, ce gérant doit faire face aux évolutions du marché en s'adaptant aux exigences de ses clients. La principale exigence de nos clients, c'est de réduire leur coût de prestation. Dans l'ordre d'idée, optimiser le travail de chaque véhicule, c'est-à-dire en faire tourner des véhicules pratiquement 24 sur 24, 7 jours sur 7, et aussi travailler sur les densités de charge des produits transportés. En plus de réduire ses coûts liés aux frais de route, pour rester compétitive et performante, la société de François doit s'adapter aux évolutions réglementaires. Renforcement de la sécurité de ses salariés, respect des normes de qualité pour ses marchandises. Pour mettre en place tous ces changements, François a été épaulé par un conseiller Serre France. Pour nos salariés, le grand changement, ça a été d'acter pour chaque métier de l'entreprise tous les risques liés à l'activité de l'entreprise. Ensuite, sur les normes, on va dire plus d'hygiène sur les produits transportés, on a mis ce fameux plan HACCP en place. C'est-à-dire que là, on relate tous les risques liés alimentairement aux produits qu'on transporte. Aujourd'hui, grâce à ces pistes d'optimisation, François parvient à maintenir ses résultats. Prochainement, il souhaite innover en développant un automate de collecte qui lui permettrait de suivre en temps réel l'état de ses marchandises. Un gage de qualité pour ses actuels et futurs clients. Ce qui me frappe dans le cas de François, c'est que les changements auxquels il est confronté lui sont imposés. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de causes que l'on connaît, qui sont souvent de l'externe. Alors, il y a les nouvelles concurrences dans le transport, la concurrence des pays de l'Est. Il y a le low cost. Il y a l'ubérisation de l'économie avec les technologies, l'Internet mobile. Et ce qui lui est imposé, c'est souvent les réglementations. Parce que ça aussi, c'est une cause de changement qui mute l'économie de façon très silencieuse. On parle de la sécurité, de l'environnement, de l'énergie, de la sécurité alimentaire. Donc tout ça, ce sont des causes de changement. Et puis il y a nos changements d'habitude de consommation, encore plus d'impatience et puis mieux informer sur les produits. Donc voilà, donc c'est vrai que ces changements sont imposés à toutes les entreprises. Donc la question n'est plus de savoir s'il faut ou pas changer, c'est quand, comment et à quel rythme. La question est là. En même temps, on ne peut pas ignorer un comportement naturel qui est la résistance au changement. Ça inquiète, ça peut faire peur le changement. Oui, tout à fait. Alors, le changement, finalement, c'est quoi ? C'est un renoncement du passé pour aller investir l'avenir. Donc, c'est vrai que face à ce changement, à cette définition, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui vont avoir de l'envie, de l'attente, de l'impatience. Et puis, il y a effectivement ceux qui ça va faire peur et qui vont plutôt le rejeter. Donc, le vrai enjeu, c'est d'identifier ces deux grandes catégories au plus vite dans l'entreprise pour bien les manager. Alors, qu'est-ce que vous préconisez à ces deux types de comportements ? Déjà, sur ce qu'on pourrait qualifier les alliés du changement, là, il faut les impliquer dans les projets, les groupes de travail, leur donner les moyens d'investir, les encourager, les féliciter, entretenir cette dynamique-là.
sur ceux qui sont un peu plus résistants, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est parfois une nécessité d'être pédagogue pour le chef d'entreprise. Redonner du sens, l'expliquer, montrer les bénéfices et puis souvent former pour rassurer. Mais pour un chef d'entreprise, le changement, c'est aussi un risque. Et il y a une question de tempo, ne pas changer trop tôt. Qu'est-ce que vous lui dites là ? C'est vrai que c'est le vrai enjeu de trouver ce bon tempo parce qu'on peut avoir tendance à ralentir. Mais si on ne change pas suffisamment vite, on risque d'être sorti du marché. Et si on change trop vite, trop fort, on fait une perte de repère, une perte de sens pour les salariés. Donc c'est vraiment la posture du chef d'entreprise qui est importante pour bien dimensionner, bien rythmer son changement. Ouais. Alors, bien doser en fait, le changement. C'est quoi votre conseil en 2 mots ? Alors, nous, ce que l'on conseille, c'est, en partant du chef d'entreprise, c'est qu'il pose son projet, son projet de vie, son projet personnel et professionnel. Parce que l'économie, c'est beaucoup de TPE et de PME, donc c'est vraiment une histoire d'hommes avec un grand H. Donc nous, on les accompagne pour poser ce projet-là. On les éclaire sur les grands changements, les grandes tendances, pour construire un plan d'action qui soit bien rythmé, bien dimensionné, qui ne fasse pas perdre le sens aux équipes, mais qui motive. Il faut se former aussi. Il faut se former. Alors concrètement, nous, l'accompagnement, c'est de la formation, des conférences, échanger entre homologues du même métier ou pas, le partage d'expérience. Et puis, avoir des ateliers pour concrètement écrire le changement au bon rythme, à la bonne amplitude. Ouais, donc je peux, avec ce parcours-là, écrire mon plan d'action de changement. Quoi. Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle, nous, entreprendre et réussir. Merci beaucoup. Alors la fiche, vous pouvez la télécharger comme d'habitude, faire face au changement. Elle est une fois de plus très intéressante. On reprend dans le détail les facteurs de résistance au changement, les bénéfices du changement et comment entreprendre un changement parce que c'est pour tout le monde et tout le temps. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Léonard Delcourt, vous êtes directeur d'Inotep. Inotep, c'est une structure qui anime l'excellence, le progrès, l'innovation dans le domaine du bâtiment pour notre région. Quelle est votre mission et vos objectifs ? Alors en fait, on est un des 14 pôles d'excellence régionaux. Le conseil régional a ciblé en fait des filières d'excellence régionale. Le BTP en fait partie. Alors, 11% du PIB régional. Voilà, d'une part par son poids, mais aussi et surtout par les sujets très importants qui vont venir entrechoquer la filière et qui l'entrechoquent déjà. Le rôle d'un pôle d'excellence, c'est à la fois de faire tampon. On vient de parler de changement, et bien, il faut que nous, on accompagne aussi la filière sur ces changements-là, et puis qu'on montre la voie sur des projets à court et moyen terme, voire long terme. On ne s'occupe pas du quotidien des entreprises, il y en a qui le font très bien. Nous, on flèche, et comme disait Luc Doublé, on doit éclairer le chemin. Donc, Alors, parmi ces changements, du changement, il y a l'imprimante 3D qui va arriver dans vos métiers. Alors, construire en imprimante 3D, c'est quoi précisément ? Alors, construire en imprimante 3D, c'est on va voir des finalement images, ce qu'on connaît. C'est impressionnant. Voilà, c'est finalement ce qu'on connaît tous maintenant sur l'impression 3D pour imprimer des petits objets en plastique ou d'autres matières, qu'on va reconfigurer, qu'on va mettre à un autre niveau pour injecter des matières constructibles. Donc, on voit à l'écran là une imprimante avec un bras qui peut faire 10 mètres de long. Oui, une tourelle. Et voilà, un peu comme du dentifrice, voilà, elle démarre. Ça. Donc en fait, ce sont des couches qui sont effectivement des couches de matière qui sont superposées et qui vont, comme on le voit à l'image, au fur et à mesure prendre de la hauteur et faire une structure. Et on fait une maison en moins de 24 heures là. Ouais, ça va très vite, oui. Alors il y a des bâtiments qui peuvent se faire en quelques mois, quelques semaines. L'idée, c'est aussi d'allier rapidité et qualité. Il ne faut pas se tromper non plus de sujet. On veut bien aller vite, la technologie le permet, mais il y a quand même un certain nombre de curseurs aussi à regarder en termes de qualité et de construction. On a beaucoup de normes en France, on le sait. Il faut aussi travailler sur ces sujets-là parce qu'on ne peut pas tout faire et faire tout n'importe comment. Donc notre rôle, c'est aussi de montrer... Et voilà, la maison est terminée, quasi terminée. Ça va vite à l'image, ça va un peu moins vite. Ça, c'est l'image de synthèse. Est-ce que ça existe déjà réellement ? Alors, ça existe déjà, pas sous cette forme-là, mais dans d'autres pays. On va voir des photos là. La Chine est partie il y a longtemps là-dessus, sauf que c'est un concept préfabriqué, c'est-à-dire on construit des modules en usine,
on les amène sur chantier et on fait sur chantier. Là, ce qu'on travaille là, notamment avec Machine 3D, c'est la possibilité de venir faire sur site et sur chantier, ce qui est une autre donne. Et on a tout en région Nord-Pas-de-Calais pour le faire et positionner la région à un très bon niveau. Justement, ça va être un des chevaux de bataille d'Inotep, de développer une filière autour de la construction 3D. Est-ce qu'il est encore temps de se positionner? Vous nous dites que les Chinois sont déjà sur le marché. Et quels sont les atouts que nous avons? Alors, bien sûr, il est encore temps. Alors, je dirais que c'est vrai que d'autres pays, je citais la Chine, mais en Europe, il y a l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Amsterdam est en train de travailler sur la construction d'un pont au-dessus du canal, mais un pont en métal. Par contre, les initiatives qui permettraient de construire du logement très rapidement, il y en a pas encore beaucoup. On a tout en région parce qu'on a tout l'écosystème pour le faire. Ouais. On a la recherche, donc les labos, les universités, les écoles. Donc l'école centrale, l'école des mines à Douai, ils bossent déjà là-dessus. Voilà, d'autres. Il y a un projet qui a été initié l'année dernière et que vous pilotez. Tout à fait. On a aussi moyen de se positionner, nous, sur la question des matériaux. Qu'est-ce qu'on va injecter? Et on peut faire un lien avec l'économie circulaire en parlant de matériaux recyclés qu'on pourrait injecter demain. Il y a le poids, il y a la filière économique, il y a le poids de la filière économique. On a les entreprises. Les grandes entreprises de construction nous disent aujourd'hui qu'elles sont prêtes à investir ce champ-là. Mais il faut leur dire comment, parce que ça change toute la chaîne de valeur. Le modèle économique est différent, les questions juridiques se posent et c'est pour ça que lors de notre événement il y a quelques jours, nous avons pointé lors des tables rondes tous ces aspects-là pour dire maintenant il faut y aller, mais comment on y va ensemble? Alors le coup est parti, je disais dans l'introduction, dans 5 ans tout ça existera, on peut faire avant, enfin c'est quoi le délai? Oui, on pourrait faire avant, il y a quelques conditions, il faut vouloir faire ensemble, c'est-à-dire qu'il va falloir des collaborations publiques-privées, il va falloir que les entreprises soient prêtes aussi à travailler ensemble, donc c'est-à-dire lâcher un peu de mystère autour de tout ce qui est protection intellectuelle, etc. Et puis, il faut qu'un pôle d'excellence comme le nôtre puisse animer ça de manière régulière et mettre l'ouvrage tous les jours en chantier, quoi. Enfin, voilà. Bon, bonne chance. Hein. C'est aussi notre mission que de vous ouvrir les yeux sur ces innovations qui vont révolutionner un marché, une profession, et puis aussi chacun d'entre nous. Hein. Peut-être que dans quelques années, vous habiterez dans ce type de bâtiment. Merci à vous. Merci Jean-Michel. Et merci à vous de votre attention. À bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.